Hello tout le monde, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode du Port Manette Podcast. On est le 20 mars, je ne me trompe pas, oui. Au programme de la semaine, le boss de Nvidia applique un filtre Snapchat à vos jeux pendant que tout le monde lui dit d'arrêter, s'il te plaît arrête. Nintendo nous glisse une grosse mise à jour sous le radar. Et Sony fait ce qu'il devait faire depuis le lancement de la PlayStation Pro. Comme co-capitaine de l'épisode, j'ai Alexis aujourd'hui avec moi. Salut Alexis, comment ça va ? Salut Josian, comment tu vas ? Ça va et toi ? Bah ça va. Ça va bien, il fait soleil, c'est cool. Ça fait plaisir. On va pouvoir aller dehors. Oui, bronzer, non bref. Question habituelle, à quoi joues-tu ? Là je suis toujours sur Fatal Frame, histoire de profiter du beau temps. Et à côté de ça, un petit peu de FF4, le Pixel Remaster, un petit peu de vieillerie. Sur Switch 2 ? Ouais, la version Switch 1 du coup sur la 2. Ok. Et toi ? J'ai terminé, depuis la dernière fois, j'ai terminé Resident Evil Requiem. T'en as pensé quoi ? J'en ai pensé quoi ? Je trouve pas le jeu si ouf que ça par rapport à tout ce que la presse raconte. Il est bien, hein, attention. Le début est vachement bien, le début il est impec. Le milieu est trop long. Et la fin, elle aurait mérité d'avoir peut-être un peu plus de place dans tout le reste. Et en fait, à la fin, il me tardait juste que le jeu finisse. Oh, donc au final, ouais, je pense que j'ai préféré le 8. Tu vois, pour les phases Grace, j'ai préféré le 8, là, on peut faire le parallèle. Et pour les phases Léon, ça vaut pas ce que Léon nous fait comme dinguerie dans le 4. Donc voilà, bon jeu, mais voilà, c'est pas non plus le jeu du siècle, je dirais. Rappelle-moi, toi, t'en avais pensé quoi ? J'avais bien aimé, pareil, c'est un peu comme toi, hein, les phases avec Grace. Le milieu du jeu, c'est vraiment le problème de l'épisode, je trouve. Les phases à Raccoon, c'est pas ouf. En fait, et puis je pense qu'il y a peut-être un problème aussi dans la com du jeu. On s'attendait à ce que les personnages puissent échanger. Enfin, il y avait une petite synergie entre les deux. Je sais pas si c'est pas la presse qui a survendu des concepts qui n'existent pas dans le jeu, en fait. Là. Ouais, c'est un peu le... Enfin, il y a des petits trucs et puis le jeu, je pense, est inférieur à certains autres épisodes, notamment le 4. Enfin, les phases avec Léon sont vraiment pas folles, quoi. C'est assez hyper générique, je trouve. Il y a des moments. Donc, bon, on verra ce que ça va donner. Au moins, les phases avec Grace sauvent le truc. Ouais. On est vraiment beaucoup plus orienté Aurore. Ouais. Mais on verra ce que ça va donner avec les DLC, parce qu'il y a déjà du contenu qui est annoncé. Mais pour le coup, moi, je préfère même le 7, qui est plus orienté horreur. Encore plus dans l'horreur et dans le... Ouais, encore plus... Dans la claustrophobie du truc. T'es dans l'impuissance totale, t'es sous-armé, tu subis tout ce qui te pète à la tronche. Ouais, parce que c'est vrai que même à la fin de RE9, quoi, Grace devient presque une machine de guerre à un moment aussi. Ouais. Eh bien, voilà. On lève l'ancre ? On attaque ? On y va. On attaque. Le premier topic, c'est le DLSS 5, quand l'IA améliore, avec des gros guillemets, les visages de vos persos. Donc ça date de cette semaine, lors du Nvidia GTC, donc c'est le GPU Technology Conference. GPU, c'est Graphics Processing Unit, tu vois, c'est... Un acronyme d'acronyme. Acronyme. Donc Nvidia a dévoilé le DLSS 5, sa nouvelle technologie de rendu neural exclusive aux cartes RTX 50. Dans la série 50, c'est les toutes prochaines, les toutes nouvelles. Donc le principe de ce truc, c'est utiliser l'IA pour inférer un éclairage et des matériaux plus photoréalistes sur des jeux existants, sans modifier la géométrie du jeu ou les textures. Donc il y a Digital Foundry qui a assisté à une démo de ce truc-là, et donc ils nous en ont fait part via leur site, et ça a immédiatement déclenché un tollé général, parce que le truc qui saute aux yeux, c'est quand c'est appliqué aux personnages humains. Dans la démo, on voit Resident Evil et Starfield. Le DLSS 5, il lisse les visages, tu vois, il écrase les choix artistiques, il produit un effet, tu vois, la yassification, comme on peut le lire sur Internet, c'est l'espèce de rendre glamour les persos en leur appliquant des effets, des traits, des attributs qui ne sont pas là à la base. Et donc quelques jours plus tard, tu as le boss de Nvidia qui a répondu aux critiques en affirmant que les détracteurs ont complètement tort et que les développeurs gardent un contrôle total sur la technologie. Donc c'est un choix artistique, tout ce qui se passe à l'écran. Et petit détail qui aggrave la situation, c'est que selon certaines publications comme Polygon qui ont été interrogées directement les développeurs,
Par exemple, chez Capcom, ils auraient découvert l'utilisation de leur jeu dans la démo DLSS 5 en même temps que le public, sans avoir vraiment été informé au préalable de la nature exacte de cette démo technique à laquelle ils participaient. Donc, c'est le gros sujet du moment dans l'univers du jeu vidéo. Ce qui me dérange du coup dans cette com de Nvidia, c'est le décalage entre ce qu'ils décrivent comme technologie et en fait ce qu'on voit nous à l'écran. Où le boss de Nvidia, il parle d'un contrôle génératif au niveau de la géométrie. Ça laisse penser que ça se passe vraiment dans le pipeline de rendering du jeu et que c'est vraiment au choix du développeur d'appliquer à tel endroit la technologie, mais en fait pas du tout. C'est le DLSS 5, en fait, dans le rendu, il arrive vraiment à la fin du rendu. Il a accès qu'à quelques petites infos, ce qu'on appelle des vecteurs de mouvement, des motion vectors. Et il a accès juste en fait aux pixels déjà rendus, à l'image déjà en 2D, déjà plate. Il n'a pas accès à ce qui se passe en dehors de la scène, il n'a pas accès à la géométrie du jeu. Donc ce serait équivalent à des effets post, tu vois, qui se feraient vraiment à la fin du process. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les démos. C'est l'IA, elle invente des sources de lumière qui n'existent pas dans la scène. Elle fait disparaître des détails. On voit une démo de Assassin's Creed Shadow où il y a des nuages. Pendant la scène de avant le DLSS, on voit des nuages au sol, le après, des nuages disparaissent. Des trucs comme ça. Et donc ça génère tout un tas de détails qui n'étaient pas dans la scène initiale. Et du coup, on a du mal à imaginer comment Dev pourrait contrôler l'output final, si ce n'est avec des prompts, tu vois, comme on pourrait prompter aujourd'hui, nous, nos modèles d'IA de génération d'images ou autres, avec des prompts et du coup, prompt, résultat variable d'une scène à l'autre, d'un jeu à l'autre. Tu joues 2 semaines plus tard, t'as pas le même personnage, on sait pas, tu vois, c'est un peu perturbant. Et donc le gros sujet derrière tout ça aussi qui fait parler, c'est en fait ça dénature, en fait concrètement, ça dénature la vision artistique et au final, tu vois, le storytelling par le détail dans le jeu. Parce que, en gros, tu vois, c'est un médium, le jeu vidéo, où la vision artistique, tu vois, ça passe par des choix précis et réfléchis. Je caricature un peu, mais tu vois, une cicatrice sur un visage, ça raconte un truc, ou une scène avec une lumière d'ambiance froide, c'est une ambiance précise que le développeur a voulu. Ou un mur, tu vois, craquelé dans un jeu à la Zelda, ça veut dire que le mur, tu peux le péter, tu vois. Enfin, il y a des petits détails comme ça qui, mélangés à ce système, pourraient complètement disparaître. Donc ça, non seulement c'est la vision artistique qui en prend un pet, mais c'est aussi du coup le game design. Imagine dans ces jeux où tu as les rebords de falaise où tu peux escalader, tu sais, ce serait lissé, travaillé différemment. Voilà, game design qui se retrouve altéré. Au final, sans que tu t'en rendes compte. Peut-être que tu sais pas que tu as activé cette option dans ta Nvidia machin. Donc tu te retrouves avec un truc chelou. Et le dernier problème avec ça, c'est cette fameuse glamourisation, la yassification des personnages. Donc c'est pas qu'une histoire de goût, selon moi. C'est pas juste dire que Grace dans Resident Evil j'aime pas son apparence. C'est que on sait très bien que les modèles d'IA générative, surtout de l'image, en fait c'est construit sur des moyennes, tu vois, des moyennes statistiques. Et toutes ces moyennes, du coup, sont construites sur des biais qui sont en fait intégrés dans ces modèles. C'est par nature ce qui se passe quand tu fais une grosse moyenne de toutes ces ressources visuelles. Et du coup, alors lisser les visages sur cette espèce d'idéal d'algorithmique, et en fait, c'est écraser tout ce qui faisait que Grace avait son visage tel que designé par des designers. Et on se retrouve avec une Grace avec des lèvres un peu plus pulpées, avec du maquillage, avec des joues plus creusées. Enfin, voilà, une Grace glamour qui a pas de sens dans le jeu au final. Et ce qui va avec pour moi dans cette histoire, c'est en fait ça fait des années qu'on se bat, tu vois, contre ces espèces de vagues où certains internautes ou douteux font que se plaindre tu vois, des apparences des persos féminins dans les jeux en disant qu'ils sont pas assez féminins justement. Et donc là, tu as Nvidia qui débarque avec une solution qui viendrait valider en fait tout ce contre quoi on se bat depuis des années. C'est un peu relou. Et quand j'en parle autour de moi en essayant de leur faire comprendre la nature un peu de ce qui choque avec cette techno, l'analogie que j'aime bien, c'est genre, imagine ta liseuse, ta Kindle, imagine qu'elle trafique ton bouquin pendant que tu es en train de le lire pour le rendre plus fluide ou moins dérangeant, plus optimal. On n'a pas envie, on veut lire le bouquin original.
Et voilà. Imagine une télé aussi qui viendrait maquiller automatiquement les gens qui passent à la télé. Est-ce qu'on veut de ça? Donc, est-ce que tu penses que toi, ce contre-coup, ce tollé général va faire bouger Nvidia ou est-ce qu'ils vont suivre leur plan qui est de sortir ce truc-là à la fin de l'année, à l'automne? En fait, il y a pas mal de trucs, effectivement, quand on Pas mal regarde... de trucs à dépiler, ouais. Ouais. Déjà, rien qu'au niveau des persos, bon, c'est un peu le truc principal, j'ai envie de dire. Mais l'IA, on sait qu'elle va essayer de faire plaisir au plus grand nombre, hein, comme tu dis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait plaisir au plus grand nombre? Ça, c'est un peu compliqué à dire, mais il y a plein de traits qui vont jouer. Il y a effectivement le côté glamourisation. Mais après, si on rentre dans des sujets presque un peu plus politiques, on va dire, Oui. mais tu vas avoir aussi la couleur de peau qui peut varier, tu peux avoir même tout ce qui est l'ethnie, plein de trucs. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et ça fait un peu peur, en fait, pour le coup. On peut très bien avoir des jeux même des jeux indés qui vont vouloir faire passer un message. Et là, c'est assez dérangeant parce qu'on ne sait pas comment l'IA va réagir avec ça. On va avoir aussi pas mal de jeux qui peuvent faire passer un message aussi, juste parce que tu peux avoir un personnage féminin qui n'est pas forcément comme j'allais dire les joueurs, mais non, comme une certaine catégorie de joueurs le veulent. On a bien vu le tollé qu'a pu avoir Aloy récemment. On peut aussi prendre, par exemple, les choix d'acteurs qui ont eu lieu, même avec la série The Last of Us, là, où les acteurs n'étaient pas choisis comme certaines personnes le souhaitaient. Et à ce moment-là, en fait, on peut imaginer tout et n'importe quoi, en fait. Et en fait, là, à ce moment-là, on peut pas, en fait... c'est surtout moi ce qui me dérange, en fait. Autant apporter des changements, des modifications, bon, si les joueurs veulent le faire, c'est leur droit, mais que ce soit des choses qui soient intégrées par défaut et avec lesquelles on n'a aucun contrôle dans du matériel, je trouve que c'est pas quelque chose de sain et c'est pas quelque chose de naturel, en fait. Ce que tu dis, en plus, ça existe déjà. Il y a déjà il y a les modes non officiels qui permettent d'altérer les jeux. Après, les modes non officiels, il faut faire la démarche précisément de vouloir le faire. C'est une démarche, une initiative personnelle de se dire tiens, je vais aller changer ce personnage, je vais mettre un train à la place de Mister X d'un machin. Et t'as même Nvidia qui propose le RTX Remix avec compatible avec certains jeux. Bref, où tu peux tweaker aussi le rendu visuel de certains jeux. Mais voilà, dans un cadre particulier et en démarche personnelle. Ouais. Et comme tu dis, c'est pas un truc qui nous est refourgué de force et par défaut. Et puis, c'est surtout que du coup, même si là, ça reste une option, quoi. C'est le message qui est envoyé, en fait. Je trouve que c'est ça, c'est en plus qui est assez dérangeant, c'est que là, on est en train de dire ouvertement, la vision des artistes, déjà que c'est des artistes aujourd'hui, je pense qu'ils galèrent suffisamment avec l'IA. Là, Nvidia est un peu en train de dire, les artistes, on s'en fout. Là, aujourd'hui, on propose une vision qui est, un outil qui va justement écraser leur vision, ou en tout cas qui peut dire, la nôtre est tout aussi valable, qui est en fait une vision qu'on maîtrise même pas et qui est un truc généré par IA, quoi. Donc, moi, c'est aussi ça que je trouve encore plus dérangeant, c'est vraiment un message qui est envoyé, en fait. C'est le fait de pouvoir dire on peut le faire. On peut le faire. Surtout qu'après, le DLSS, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour le coup, parce que le DLSS, je veux dire, dans ce que propose le DLSS, il a toujours eu comme rôle de pouvoir effectivement reconstruire des images, mais avec un but de soi, effectivement, de dire on améliore soit les performances, on va améliorer le rendu, la qualité de l'image, mais pas d'altérer complètement l'image, en fait. Jusqu'à présent, le DLSS, c'était juste il y avait l'upscaler. Ouais. Depuis le 4, après, il y avait le FrameGen. Ouais. Donc, arriver à interpoler des frames qui n'existent pas vraiment, que le GPU n'a pas vraiment produit, mais toujours être plus proche, en fait, de ce que le jeu ça restait un peu de l'interpolation de frames. Vraiment, c'est banaliser la technologie derrière de dire ça, mais c'est quand même de l'interpolation. Pour passer de la frame A à la frame B, ils inventent des trucs intermédiaires. Ouais. Là, c'est la première version où il y a vraiment de la génération d'images qui vient vraiment altérer le rendu final. Ça, on altère vraiment le jeu, quoi. Et là, c'est... Et en fait, ce qui pose problème, je pense... par exemple, moi, ce qui me pose problème surtout, c'est de l'appellation DLSS, de ce truc-là. Ouais. Ça n'a plus rien à voir avec du DLSS. Ça n'a plus rien à voir avec le DLSS. Là, je pense qu'ils surfent juste sur le fait que le DLSS, ça le vend en poupe. C'est une marque, maintenant. C'est devenu vraiment une marque de... Voilà. Tu vois écrit ça quelque part, tu dis ça, c'est de la qualité. C'est l'upscaler de qualité. Waouh.
Ils auraient vendu ça en plugin pour justement la partie remix. Pourquoi pas? Faites-vous plaisir à injecter de l'IA dans les jeux, mais ne vendez pas ça comme une techno par défaut, au même niveau que ce que le DLSS faisait jusqu'à présent. Et c'est le truc qui passe pas du tout, ça. Ouais. Et après, aujourd'hui, enfin, puis c'est un truc qui est assez... Bon, là, hormis le fait que ce soit inabordable pour le moment, en plus, je crois qu'on est sur des cartes qui valent... C'est les cartes à 2000 balles. Ouais. Est-ce que ce sera vraiment un truc qui sera utilisé dans les consoles, pardon, dans les PC ou à terme, même dans les machines qu'on va retrouver partout? Idéalement, faudrait pas, tu vois. Voilà. C'est pour ça, j'espère que le bad buzz médiatique qu'il y a autour de tout ça, j'espère que ça va ralentir ou leur faire comprendre que ça n'a peut-être pas sa place à cet endroit-là. Ouais. Voilà. On verra, mais j'ai un peu peur quand même que Nvidia s'en tamponne. Ouais. Tu vois, il y a deux trucs aussi. C'est cette annonce, pour moi, elle n'était pas vraiment à l'attention réellement des joueurs. Elle était à l'attention des actionnaires et tous ces gens qui filent de la thune à Nvidia pour continuer à faire eux-mêmes de la thune. Ouais. C'est Nvidia qui leur montre à ces gens-là, regardez, le nouveau step, regardez le GPT effect. On en fait un dans les jeux vidéo. Continuez à investir dans Nvidia, les gars. Le problème, c'est qu'ils se sont adressés en même temps à une communauté de joueurs qui, en fait, sont quand même assez sensibles par rapport à ce que fait leur carte graphique à 2000 balles, justement. Et du coup, le message aurait pu passer face à une population un peu plus casu, tu vois, des normies, tu vois, des gens qui n'ont pas vraiment conscience de ce qu'implique ce genre de technologie et tout ça. Mais là, c'est une communauté de passionnés qui est vraiment à cœur de voir sa carte graphique utilisée à bon escient et de manière plus vertueuse que de voir une Grace bimboifiée. Jusqu'à présent, ils nous vendaient du path tracing et des technologies comme ça. Oui, ça plaît à cette population. Mais alors, ces trucs-là, apparemment, c'est pas passé du tout. Et puis même le message, quoi. On est plus sur du photoréalisme, alors en fait, on est vraiment sur de l'altération visuelle. Oui. Et ce qu'ils appellent réaliste, en plus, c'est un espèce de mélange de moi, j'appelle ça le studio réaliste. C'est c'est même des éclairages pas naturels. C'est voilà. En même temps, c'est le résultat de ces IA qui ont scrappé de l'image sur Insta partout et qui ont fait un average de tout ça, et on se retrouvait avec ce qui est censé être une belle image selon l'IA. En fait, pas trop. Ouais. Bon, à suivre. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on en parle de ce truc-là. J'attends de voir les prochaines retombées. Et on va un petit peu changer d'univers. On va rester dans la tech. De toute façon, c'est un épisode assez tech là qu'on s'est profilé aujourd'hui. On va parler de la Switch 2 qui a reçu une update version 22.0.0. Je sais pas si t'es assez précis, ouais. C'est précis. Hein, t'es impressionné, je pense. 22.0, on compte même plus. Maintenant, ils mettent des numéros de version majeure sans raison. Alors. Et en fait, ce qu'ils ont shippé dans cette version majeure sans raison, c'est ce qu'ils appellent le Handheld Mode Boost. Qu'on pourrait traduire par le mode portable amélioré. Boost du mode portable même. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, la mise à jour système 22.0.0 de la Switch 2 introduit le boost du mode portable. Activé dans les paramètres, il force les jeux Switch 1 à tourner avec les réglages du mode TV pendant qu'on joue en portable. Comme l'écran de la Switch 2 est en 1080p, contre 720p sur la Switch 1, les jeux rétrocompatibles gagnent en qualité visuelle, y compris ceux qui n'ont pas reçu de mise à jour spéciale Switch 2. Et donc en contrepartie, par contre, attention, vu qu'en fait on les fait jouer en mode docké Switch 1, tu vois, il y a des trucs qui sont désactivés, comme le tactile. Effectivement, la console Switch 1, ça s'attend pas à ce qu'il y ait du tactile quand tu la docks. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est un peu dur à expliquer, je trouve, le fait d'avoir des jeux Switch 1 sur ta Switch 2 qui passent en mode dock Switch 1 sur ta Switch 2 portable. C'est un peu compliqué, mais c'est une bonne nouvelle et c'est un peu, tu vois, implicitement, c'est un peu ce qu'on attendait du programme de rétrocompat Switch 2, je pense. Que les jeux déjà sortis marchent mieux au naturel sur la console. Et donc voilà, ce qui était un peu amusant, c'est le côté sans fanfare de cette news. Ça pourrait être, imagine Sony faire ça, il y aurait tu vois, des blog posts et des vidéos et patati patata. Voilà, c'est sans fanfare, sans silence, sans annonce. Et limite, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être découvrir par hasard cette fonctionnalité dans les paramètres en se disant mais tiens, c'est quoi ce truc-là? Après, c'est assez planqué. Assez planqué, ouais.
Et bon, le petit trade-off, il y a quelques jeux qui sont impactés au final. Pas des gros jeux, mais bon, il y a le Mario Maker qui reposait sur le tactile. Je sais pas si on peut vraiment y jouer dans cette situation-là. Je suis pas sûr. On peut y jouer, oui. Je sais pas si tout est vraiment compat sans tactile. Tu vois, il y a vraiment trop de trucs dans Mario Maker où tu dois... Il y avait toute une gestuelle. Tu prenais un bloc, tu le secouais, ça devenait un bloc spécial. Enfin, il y avait tout un tas de trucs qui... Mais je pense que ça marche plus. Voilà. Tu l'as activé le boost là, toi ? Oui, alors moi j'ai activé. T'as fait des tests déjà ? J'ai testé, alors j'avais installé, j'ai réinstallé du coup 2 jeux pour tenter. Il y a eu Doom Eternal et Xenoblade. Doom, ça doit être pas mal de le voir en docké, ouais. Alors après, il y a 2-3 trucs qu'il faut voir, parce qu'en fait, effectivement, le fait de passer en fait sur 720p, 1080p, c'est que bon, tous les jeux Switch 1, déjà en mode docké même, ne tournaient pas toujours même en 1080p. Ouais, ok. Donc voilà. J'arrive à te suivre, vas-y. C'est pas toujours... Voilà. Et en plus de ça, on gagne parfois pas mal en détails visuels aussi. Genre Xenoblade, en végétation, on a vraiment une grosse végétation en plus. Il y a beaucoup de détails en plus aussi quand même par rapport à avant. Enfin, il gagne là où il pouvait gagner, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, on perd un peu en batterie. Avant, on était peut-être du... Alors là, j'ai pas fait les tests moi-même, mais on sent que la console perd quand même plus en batterie. C'est facile à imaginer de toute façon. La console bosse plus vu qu'elle fait tourner un profil plus gourmand en énergie. Donc, mais visuellement, la différence est assez flagrante en fait. C'est surtout que du coup, les jeux sur la première Switch, enfin les jeux Switch 1 en mode portable, avaient vraiment un effet flou en fait. Beaucoup plus flou qu'il ne l'était sur la première Switch. Et là, au moins, on a quelque chose de beaucoup plus net en fait. Et vraiment, c'est même beaucoup plus net en fait, même que sur la première Switch. Donc ça, c'est vraiment cool. Je me posais la question, tu vois, on parle de la communication Nintendo sans fanfare versus ce qu'aurait fait Sony. Mais en même temps, la population de joueurs Switch, déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs Switch lambda qui a conscience que quand tu joues à un jeu Switch 1, imagine ta Switch 1, comme à l'époque, qu'une Switch 1 dockée tourne avec des performances améliorées par rapport à une Switch 1 portable. Je pense pas qu'il y ait du monde déjà qui soit conscient de ça. Après, dans la communication, ils vont clairement dire effectivement que c'est la même chose. Donc pour les gens, oui, c'est sûr que pour eux, c'est pas... Du coup, je comprends pourquoi là, ils n'arrivent pas en disant, en essayant d'expliquer ça, alors qu'il n'y a pas besoin. Et que les enthousiastes, un peu comme nous, on a la news, on est content. Ouais. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts de leur côté en termes de com pour nous rendre heureux là. Voilà. Mais après, c'est surtout que du coup, comme il y a des jeux qui vont encore... Enfin, il y a beaucoup de jeux qui sortent encore sur Switch 1. Et donc, du coup, quand tu veux acheter ton jeu sur Switch 2, t'as pas toujours de version Switch 2. Et donc justement, à ton avis, question pour toi, Alexis, tu penses que ça veut dire aussi, ils sont arrivés au bout de leur initiative Switch 2 édition? Non. Certains jeux Switch 1 alors Nintendo, je sais pas. Les éditeurs, par contre... Moi, je le vois comme ça. Genre, on a fini, on vous a vendu à 10 balles les updates qu'on voulait que vous payiez. Bon, mais voilà le reste des jeux qui marchent maintenant naturellement un peu mieux. Je pense pas après, parce que pour le coup, ils peuvent toujours rajouter des trucs. Je les vois bien en fait faire quand même. Parce qu'il y a quand même des jeux qui sont cracra. Enfin, faut pas le. Le Xenoblade, enfin, je veux dire, il est beaucoup plus joli. Surveille tes propos quand même. Il est beaucoup plus joli. Le 2 est cracra, mais pas que visuellement. Il y a les jeux sont beaucoup plus propres. Mais on reste quand même sur un jeu qui est en 720p. En portable, et il est aussi en docké du coup. Donc 720p sur une télé, c'est cracra. Pas foufou. C'est cracra. Voilà. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des mises à jour. C'est des mises à jour quand même à venir, et surtout faire comme ce qu'ils ont fait avec le X, c'est unlocker le framerate, faire des choses comme ça. Donc il y a moyen de faire des petits trucs. C'est perturbant parce que en même temps c'est de Nintendo dont on parle, et Nintendo, c'est imprévisible ce qu'ils font. Là, d'un coup, ils nous font une update assez tech. Et c'est pas leur habitude, vraiment. Enfin, tu vois, c'est pas... Ouais, après... J'associe pas Nintendo à, tu vois, prouesse technologique ou update tech comme ça. Tu vois. Ouais, c'est pas une prouesse technologique. Mais après, pour eux, tu vois, je suis surpris de manière agréable, là, tu vois. Ouais, après, ça me semble pas déconnant de le faire maintenant, en fait. Comme c'est le mois prochain, je crois, on a quand même un jeu Switch qui arrive avec Tomodachi Life. Ouais. Et, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et je le vois...
ça aurait été compliqué, en fait, je pense, d'expliquer aux joueurs, de dire, voilà, t'achètes ton jeu sur Switch, t'y joues, ok, c'est Cracra. c'est un jeu Switch, quoi, et t'y joues sur ta Switch 2, et ton jeu est plus flou que ton pote. Là, au moins, il s'embête pas. Si seulement il y avait le DLSS 5 pour améliorer tout ça. Ah ouais, Tomodachi avec le DLSS. Je l'ai pas mis dans la trame, mais il y avait une autre petite update chez Nintendo. Tech aussi, pour rester dans le tech. Ouais. Ils ont updaté leur émulation GameCube. Ouais, parce qu'ils ont rajouté du coup le Pokémon là, comme là. Et dès qu'ils font des petites mises à jour. Là, ils en ont profité pour updater l'ému qui est caché derrière. Et ouais. Et cet ému, il était décrié pour 2 raisons spécifiques. Un, de la latence dans les contrôles, tu vois, dans la réactivité des jeux. Et 2, d'un point de vue sensibilité des sticks, sa façon d'interpréter les mouvements du joystick était trop, tu vois. Apparemment, ce problème-là est résolu. Il y a des gens qui se sont amusés à loader F0GX, qui contient, lui, une petite interface de test de stick. Et donc, en faisant un avant-après, ils ont pu constater que oui, la sensibilité du stick sur la nouvelle version, en fait, elle correspond un peu plus à ce qu'on attendrait en termes de réaction du stick Switch, qui fait semblant d'être un Switch GameCube. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça valait pas le coup d'en parler, mais j'en parle quand même, tu vois. Non, mais c'est pas mal quand même pour le coup. Il y a des vieilleries à refaire, là. C'est pour ça, tu vois, dans ma tête, je me dis, Nintendo, qu'est-ce qui leur arrive ? Ils ont engagé un directeur technique un peu plus dynamique que précédemment. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais ça me plaît. Ils ont des machines à vendre. Ils ont aussi des machines à vendre. Et apparemment, ils en vendent pas mal depuis Pocopia aussi. Ouais. Allez, on se casse de ce topic, on fait la suite. On va chez Sony maintenant, on va voir ce qui se passe. Pareil, on reste tech, c'est la nouvelle orientation du podcast. On a 2 trucs. On a le PS Portal, tu sais, leur portable cloud, qui a reçu une update. Et on a le PSSR 2, qui est... Donc, on en a parlé la dernière fois déjà. Il est sorti en même temps que Resident Evil 9. En fait, là, maintenant, il y a un rollout progressif. Il est appliqué à de plus en plus de jeux. Et donc, en fait, c'est... cette semaine, donc Sony a publié 2 mises à jour. Le PS Portal, il reçoit un nouveau mode 1080p haute qualité, en remote play et en cloud streaming. Donc, t'es au fait avec le fonctionnement de ce petit appareil ? Ouais, ça va ? Tu sais, il y a le côté où tu peux te connecter à distance à ta Play. Ouais. Et il y a le côté où tu peux te connecter à des serveurs PlayStation qui streament le jeu pour toi. Donc, t'es pas obligé d'avoir de PlayStation, en fait, avec cet appareil. Tu peux juste avoir un abonnement PlayStation Plus et jouer à des jeux comme ça. Donc ce mode de haute qualité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste que le flux vidéo que tu reçois, il est de meilleure qualité, plus fin. Et ça tombe à pic parce qu'il y a de nouveaux jeux qui sortent et qui nécessitent d'avoir le plus de fidélité graphique possible. Donc ça, voilà, c'est une bonne nouvelle pour les possesseurs de ce petit appareil qui, au fil des updates, prend plus de sens, plus de justification. On se demande moins pourquoi on a payé 200 balles aussi pour avoir un truc du genre. Donc c'est tout à fait bienvenu. Et donc en parallèle, donc là, il y a eu l'update en fait de l'OS PlayStation 5 qui permet d'appliquer le PSSR 2 à l'ensemble de ta bibliothèque, mais du coup en fait ça va être progressif. Il y a que quelques jeux pour l'instant qui récupèrent l'information. Et blablabla, qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dessus ? Il y a 11 jeux qui sont actuellement dispo avec cette update. Il y a Silent Hill 2, Silent Hill F, tu vois, le F. Le dernier. Monster Hunter Wilds, FF7, le Rebirth. Le dernier. Crimson Desert, qui est sorti aujourd'hui officiellement. Control, Alan Wake 2, Dragon Age, Nioh 3, Rise of the Ronin et Senua's Saga, Hellblade 2. Et un peu bientôt, je crois que c'est dans les semaines qui arrivent, il y a Assassin's Creed Shadows et Cyberpunk qui vont aussi recevoir leur petite update pour être compat PSSR 2. Et en fait, donc si tu vois, en mélangeant ces 2 histoires, en fait, on voit que c'est Sony qui continue à essayer de justifier un peu une PS5 Pro. C'est les promesses qui arrivent en retard, tu vois, qui sont comment dire, respectées, mais avec un peu de retard. Parce que, pour info, le PSSR 1, c'était, en termes de rendu, c'était vraiment inégal. Hein. On pouvait avoir du waouh comme du cracra, tu vois. Et donc, d'un point de vue joueur, il y avait des plaintes. D'un point de vue des devs aussi, c'était un petit peu de la même sauce parce que Sony leur promettait que c'était un peu une révolution graphique pour eux et en fait, ils se retrouvaient avec un jeu qui, une fois sorti, visuellement, pouvait avoir des
des tâches plus moches que 100, quoi. Donc c'est pas super intéressant. Donc le PSSR 2 qui sort et qui s'applique assez rapidement sur des jeux déjà sortis, pour moi c'est une bonne nouvelle. Et la liste est intéressante. Il y a de quoi bien faire chauffer la Play là. Et tout ça là, cette histoire de PSSR 2, tu sais, je t'en avais parlé, c'était la collaboration entre Sony et AMD. Donc c'est ceux qui leur fabriquent le processeur qui fait tourner tout ça dans la Play. Donc c'est le partenariat technique entre Marc Cerny et les ingés de chez AMD. Et là en fait on voit les premiers résultats. Côté Sony, il y a ce PSSR 2 qui sort et qui en fait c'est un algo complètement différent de ce que le PSSR 1 faisait. Et là on arrive dans des résultats qui n'ont plus à rougir face à ce qu'on aurait sur PC avec des modèles d'upscaling plus à jour comme les DLSS et les autres FSR 4 et tout ça. Et du coup, d'ailleurs, comme c'est du AMD, ça va être déployé sur les prochaines versions de FSR. Donc, ça fait du bien de voir que la concurrence face à Nvidia ne se laisse pas faire, en gros, et qu'il y a un petit peu, tu vois, maintenant deux camps entre Nvidia, le géant avec ses cartes graphiques ultra populaires, qui avait l'air de dicter un petit peu la manière dont l'IA a été utilisée dans les rendus et tous ces effets modernes. Il y a AMD qui se réveille et qui semble créer un nouveau front face à ça. Donc ça me fait plaisir, moi, de voir ça. La question que j'ai pour toi, c'est... on peut voir en parallèle entre l'histoire DLSS 5 et PSSR 2. Donc c'est deux approches, on va dire, similaires. Différentes et similaires, mais du coup, tu vois quoi comme différence entre ces deux univers? Tu vois, pour moi, c'est la même bataille, tu vois, c'est améliorer le visuel, les performances. Qu'est-ce que tu vois dans ces deux approches qui te trigger ou qui te plaît le plus, tu vois? Non, pour moi, c'est pas les mêmes approches, justement. Pas les mêmes approches. Non, le DLSS et le PSSR 2, oui, c'est les mêmes approches, mais pas le DLSS 5. Ok, oui. En tout cas, on peut parler le FSR, quoi. C'est des technos qui sont des technos d'upscaling, quoi. Donc, qui sont là pour améliorer le rendu, qui sont là pour améliorer soit les perfs. Mais le DLSS 5, c'est vraiment autre chose, quoi. On avait dit tout à l'heure, ça pourrait être un filtre Snapchat. Ouais. En extra, pour moi c'est le cas. Mais ça n'a rien à voir, je pense, je trouve, avec le DLSS. Je pense que tu as raison. Mais oui, pour le coup, je trouve que c'est... alors, est-ce que du coup, ça justifie enfin... Est-ce que ça justifie... Alors, est-ce que ça justifie la PS5 Pro? Je ne sais pas, pour le coup, parce je pense que ça commence, moi. Je sais pas. Moi, c'est mon avis. Mais pour le coup, en fait, là, il y a quand même très peu de jeux. On est quand même sur une machine qui est vendue très cher. Est-ce que là, les devs... je pense que là, il y a quelques devs, quelques studios qui font la mise à jour. Il y en a d'autres qui vont suivre. Mais clairement, je pense pas que les studios les studios qui vont s'amuser à faire la mise à jour... on faisait le parallèle tout à l'heure avec les Nintendo Switch 2 éditions, là. Je pense que ça va être la même chose. Aujourd'hui, un studio qui ne vend plus de copies de son jeu va pas s'embêter en fait à faire sa mise à jour pour le PSSR 2. Aujourd'hui, le jeu, il est... Ou alors quand c'est un studio de tiers ou quand c'est un jeu pas de commande, mais quand c'est un autre studio qui s'en occupe. Aujourd'hui, je pense que Alan Wake 2, Control, il y a le nouveau Control qui va sortir. Clairement, ils ont tout intérêt à faire une mise à jour pour lui donner un petit coup de neuf, quoi. Mais on va pas... Le Shadows, il va y être, parce qu'il se vend encore. Les autres, ils n'auront, je pense, pas de mise à jour. Donc voilà. Après, est-ce que ça va justifier l'achat de la machine? Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est une mise à jour qui arrive... Enfin, ça arrive enfin quand on parle de nouvelles consoles dans les années... Voilà. Ouais. C'est un peu tard, je trouve. Ça semble arriver tardivement, ouais. Mais bon, on dit toujours vaut mieux tard que jamais. Hein. L'expression. Mais tant mieux après, tant mieux. On a vu des résultats là sur le FF7. Il y a des choses qui sont hyper jolies. FF7, ouais. Ce qui saute aux yeux, c'est que en fait, c'était limite le PSSR 1 qui rendait les textures cradingues. Ouais. Et on obtient une clarté assez impressionnante avec le 2, ouais. C'est ça. Ouais. Donc pour le coup,
Après, l'autre truc que je me demande, c'est à vouloir s'acharner en fait avec des technos d'upscaling comme ça. Est-ce que la console peut pas le faire normalement, quoi? Parce que pour le coup, on est quand même censé payer 300 balles de plus pour une machine qu'on a dans le bide. Faut demander à la PlayStation 5 de base, peut-être. Voilà. Quoi. Bon, ouais. Donc c'est pour ça. Après, est-ce qu'il y aura des patchs du coup qui seront rétroactifs? Je sais pas si c'est comme je sais pas si au niveau entre le FSR et le DLSS, si le développement des jeux se fait de la même manière. Je sais pas si on peut appliquer le FSR facilement après coup. Oui, en tant que joueur, tu peux. Ouais, mais en tant que développeur. Parce que je crois que le DLSS, il faut vraiment mettre son. DLSS, il faut bundler une DLL avec ton jeu. Ouais. Le FSR, je crois que c'est similaire. Mais après coup, tu peux, avec des utilitaires, tu peux loader une version différente du FSR. Même sur des jeux déjà sortis. Ouais, donc typiquement, ils pourraient très bien mettre à jour le jeu facilement, quoi. Ou même Sony pourrait très bien intégrer, en fait, comme ils ont l'habitude de le faire, eux, comme ils sont un peu plus. Ouais, ils pourraient très bien se dire, bon, bah là, on va essayer de loader automatiquement le FSR. Il me semblait que c'était comme ça que ça marchait à la base. C'est pour ça que j'étais surpris de voir cette liste de jeux qui se mettaient à faire des updates. Ouais. J'aurais pensé que ce fût automatique. Enfin bon. Ben voilà pour les topics tech de cette semaine. Et on va s'attarder maintenant, viteuf, à s'attarder rapidement à faire un petit tour sur les jeux sortis cette semaine et voir les critiques qui sont sorties à ce sujet. Et ben, en gros, il y en a qu'un cette semaine qu'on a sorti de la pile, c'est le fameux Crimson Desert par Pearl Abyss, qui est sorti partout, même PS4 apparemment. Je trouve ça bizarre. Ça m'étonne. Ou alors il était prévu au début, peut-être, mais à mon avis, non. Déjà qu'on. Pas dire de bêtises ou alors, mais. Ne dis pas de bêtises, sûr pas. En tout cas, bref, sur PS5 c'est sûr, PC c'est sûr. Et donc ce qu'en dit la presse, c'est que ça divise. Par exemple, DualShockers, il leur donne un 9.5 sur 10 en disant c'est tout simplement l'un des plus grands jeux auquel j'ai jamais joué. Avec une qualité ahurissante de contenu de qualité, des puzzles complexes, en veux-tu en voilà, et un monde tellement gigantesque qu'après 100 heures de jeu, je n'ai toujours pas vu le bout. Donc apparemment, lui, il est enthousiaste, et il adore ce jeu. Chez Eurogamer, 3 sur 5. Un monde vaste et un catalogue encore plus vaste d'activités façon MMO se mêlent à une fidélité visuelle éblouissante, mais à quoi ça sert sans beaucoup de caractère, de texture ou de charme? Et ça, c'est ce qu'on entend partout ailleurs. C'est l'analogie, c'est les gens disent le jeu, il fait 1000 km de largeur et quelques centimètres de profondeur, tu vois. Ça veut dire, ok, c'est vaste, beaucoup de contenu. En termes de substance et de charme et de ce qui fait que les jeux deviennent légendaires, ben, c'est très peu profond. Et ouais, donc ces gens-là, les Pearl Abyss, ils viennent du free-to-play. C'est leur premier AAA. Tu penses que on peut du coup, tu vois, leur laisser passer ça en leur disant ok, ben c'est pas grave. Pour une première tentative, c'est bien. Est-ce qu'on devrait les juger aussi durement que un studio qui n'en est pas à son premier jeu? En fait, il y a peut-être deux trucs. Le premier, c'est déjà qu'on juge un jeu, je pense, en mettant la barre très très haut. C'est ce que un peu je te disais, mais c'est quand on juge un jeu avec trop d'attentes, alors qu'en fait, il en demande pas tant, en fait. C'est une référence à Highguard? Ouais, peut-être. Il y a lui. En fait, on s'attend peut-être à monts et merveilles, et en fait, c'est juste un jeu qui est bien. Mais le problème, forcément, c'est que si tu as des attentes démesurées, tu ne peux qu'être déçu. Et je pense que ça peut expliquer les notes qui sont très mauvaises, déjà. Et alors après, free-to-play, je sais pas. Après, par contre, la partie MMO, plutôt, j'ai l'impression, par contre, qu'ils ont tout l'enrobage, tout le monde, tout l'univers. Mais après, est-ce qu'ils ont eu vraiment le temps de mettre du contenu, peut-être du contenu. Alors, j'y ai pas joué, donc après, je m'interroge. Hein, mais de faire vraiment du contenu pour faire du jeu solo, en fait. C'est comme si c'était un MMO, mais pour le coup, il manque tout l'aspect multi, en fait. Tout le... Oui. Parce qu'après, de ce qu'on voit, effectivement, il y a des trucs qui ont l'air assez cool. Mais. Justement, de ce qu'on a vu dans les vidéos avant la sortie du jeu, c'est des trucs qui sont facilement
Tu peux en faire facilement des clips sur Twitch et TikTok et autres, et ça intrigue. Tu dis, mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi truc très viral, quoi. Super viral. Tu vois une première séquence où tu as quelqu'un qui fait une catapulte avec un arbre, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Tu vois une autre séquence où le mec est en l'air en train de voler et, sur un dragon. À chaque séquence, tu te dis, mais il y a ça dans ce jeu? Je suis trop curieux de le voir. Ça devient en fait le jeu qui répond à toutes mes attentes. Enfin, un jeu qui... l'exploration, de l'action. Et apparemment, il manque de la substance pour rendre tout ça cohérent. Donc voilà pour ce topic des jeux sortis cette semaine. Parce que c'est quand même une énorme sortie. Enfin, je veux dire, c'est... pour le coup, c'est devenu une énorme sortie, alors qu'à la base... Il faisait partie des énormes attentes depuis... là, il est revenu sur le devant de la scène il n'y a pas longtemps. Ça s'est accéléré, ouais. Et tout le monde en parlait, on voyait que de ça. On n'a pas reçu de copie. C'est bien dommage. Alors, peut-être qu'on recevra des jeux la semaine prochaine. Parce que justement, la semaine prochaine, donc la semaine 13 qui va du 23 au 29, blablabla, c'est un peu plus hétéroclite en termes de sortie. Il y a Life is Strange Reunion. Donc c'est censé être la fin de l'histoire qui se déroule dans tous ces jeux. Je ne sais pas si c'est des jeux extrêmement vendus, tu vois. Je sais que c'est des jeux populaires. Les fans sont fans, mais je sais pas si c'est vraiment un hit. T'avais joué toi ou pas Ben non. Voilà. Ensuite, il y a Screamer, un jeu de voiture, avec une esthétique animée 80s, 90s même, années 90, qui a l'air intéressant visuellement, juste pour l'instant, donc à surveiller. Il y a l'édition Switch 2 de Super Mario Bros. Wonder qui sort, qui s'appelle en entier je sais pas quoi, Park Bella Belle. Et donc ça, il y a un mode multi là-dedans qui peut être intéressant. Et enfin, il y a un jeu pour toi, je crois, c'est le Midnight Walk qui sort. Et qui en fait, c'est une sortie Switch 2, il est déjà sorti chez les consoles voisines. Ouais. Et c'est ce qu'on retient sur celui-là, c'est le visuel, où c'est dans le process de création, en fait, c'est du stop motion, tu vois, donc c'est fait à la main, d'animation image par image. Ils ont scanné du coup les modèles qu'ils ont construits, ils les ont intégrés au jeu, donc c'est visuellement assez intriguant, même si je suis pas moi trop attiré par les jeux qui jouent sur ces cordes-là de l'horreur et du dérangeant visuel, mais je sais que toi ça t'intéresse. Surtout qu'à la base en plus c'était un jeu VR, je crois PSVR, avec les acronymes entre le PSSR, PSVR 2, il me semble. Ouais. Donc il va surtout va falloir voir comment ça se... Si le jeu ne perd pas trop au change, mais bon. Vois-tu d'autres choses dans cette liste qui t'intéressent? Alors, il y a pas mal de sorties. Je crois que là, il y a des sorties de... Enfin, je crois qu'il y a pas mal d'éditeurs qui balancent des trucs, parce que là, on est, je crois, pour beaucoup d'éditeurs sur la fin d'année fiscale. Non, ouais. Donc on va retrouver il y a des sorties intéressantes, mais il faut avoir le temps d'y jouer. On va retrouver du Mega Man Star Force aussi. Il y a le jeu Kena qui sort sur Switch. Il y a Kena qui va sortir sur Switch. Il y a le Demon and Baby aussi qui peut être pas mal. Il y a Virtua Fighter 5 aussi qui arrive sur Switch. Sur Switch, ouais. On va retrouver quoi? Alors moi j'avoue par contre pour le comment il s'appelle le Life is Strange. Ça fait longtemps que moi j'avais joué au premier que j'avais trouvé sympa, mais après le 2 aussi. Ça, c'est le 3, non? Ou on en est à combien, là? C'est le 3e, ça? Il y avait eu un spin-off, je sais pas si ça compte. Il y avait eu un spin-off qui s'appelait Colors of... Strange Colors? Non, Life is Strange. Non, pas Strange Colors, non. Colors is Strange. Ouais. Il y avait eu un spin-off qui était pas trop mal. Mais après, il y en avait d'autres. Mais après, moi, c'est vrai que j'avoue que je suis bien plus intrigué par Mixtape. Ah, c'était Double Explosion, non? Ou c'est le 2, ça? Celui avec les deux enfants. Il y en avait un avec un frère et avec deux frères, je crois. Ça, c'était le 2. Parce qu'il y avait vraiment eu un Life is Strange 2. Ouais. Mais il y en avait eu un autre encore, je crois. Tant pis, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Ou tu pourras nous le dire la prochaine fois. Tu te feras une petite phase correction et tu pourras nous dire exactement ce qu'il en est de cette série. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis bien plus intrigué par un mixtape qui sort bientôt, je crois. Mais voilà. Donc là, pour le coup, la semaine prochaine, ce sera effectivement le Midnight Walk. Ok. Toi, tu vas prendre...
Je sais pas. Hmm. Je sais pas. Là, en fait, je joue à Pocopia. Gère dans Pocopia. Je m'endors rapidement devant tellement il est cosy. Beaucoup trop cosy, en fait. Radicalement, littéralement, je m'endors dessus. Bon, en fait, je sais pas sur quoi je vais passer. Je voulais faire Crimson Desert, mais en fait, les news m'ont un peu refroidi, là, les critiques. J'ai à moitié promis de me faire aussi mini-shoot. Donc, peut-être que je me ferai mini-shoot. Un studio toulousain. En plus. Voilà. Je sais que j'avais dit que ça ressemblait à un jeu Flash, mais c'est pas forcément négatif. C'est juste... Je vais essayer de me rattraper. Le jeu a des qualités, je souhaite les voir de moi-même. Donc, on va voir. Si t'es OK, on arrête là. Tu sais, je vais appuyer là-dessus. Il y a une petite chanson qui va se lancer. On va se dire au revoir. T'es OK? Mais y a pas de souci. Allez, c'est parti. Et ben du coup, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Alexis. Merci Josian. Toujours un plaisir de discuter video games and gaming avec toi. Merci à vous tous d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de faire grandir le podcast. Et puis je vous dis à très vite et d'ici là, jouez bien. Bye bye. Bye bye. Au revoir Alexis. Salut.